Aujourd'hui, nous ouvrons une page essentielle de la vie civile au croisement du droit. Le mariage et le divorce. Deux réalités que tout oppose en apparence, mais qui appartiennent au même cycle de la vie affective et sociale. Se marier, ce n'est pas simplement s'unir devant témoins, c'est s'engager devant la loi. Et divorcer, ce n'est pas simplement se quitter, c'est rompre un engagement qui liait deux individus, deux patrimoines, voire deux familles entières. Pour aborder ces deux notions, nous avons fait appel à un spécialiste. Notre invité est juriste de formation, titulaire d'un master en droit privé, auteur de plusieurs ouvrages, mais aussi conseiller juridique avec près de 5 ans d'expérience. Il est un symbole de résilience, mais aussi de rigueur. Inconditionnel de la tribune citoyenne, le débat, c'est tout de suite. Il est confortablement installé, M. Mahmoudou Nanyale Ndiakité. Bonsoir. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, on ne va pas tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Généralement, on parle de mariage. Alors, pour plusieurs observateurs, le mariage, ou plusieurs citoyens, le mariage peut se définir selon plusieurs disciplines. Mais lorsqu'on reste dans le contexte juridique, pour vous aujourd'hui, c'est quoi le mariage? Merci pour cette question. Effectivement, le mariage en tant qu'institution sociale a plusieurs conceptions selon les disciplines. Conformément au Code civil, notamment son article 240, le mariage est l'acte civil, public et solennel. Acte public, civil et solennel, par lequel un homme et une femme établissent une union légale et durable. D'accord. Donc c'est une union qui s'établit de façon conventionnelle et donc contractuelle entre un homme et une femme dans le but de fonder une famille. Donc, justement parce que dans la définition que vous donnez, il y a quand même certains aspects qui ressortent. On parle d'actes solennels, oui, d'actes civils, mais aussi publics. Absolument. Est-ce que vous pouvez d'abord apporter des éclaircissements par rapport à ça? Cela veut dire d'abord, le mariage a deux dimensions. D'accord. Il y a une dimension contractuelle, qu'on peut le définir comme un contrat, comme tout contrat qu'on signe avec une personne, mais c'est aussi une institution. C'est là sa particularité parce qu'on ne peut pas résumer le mariage à un simple contrat où on peut conclure et après défaire quand on veut. Et donc, dans sa dimension conclusion, c'est d'abord un acte parce qu'il est matérialisé par un acte au niveau de l'état civil. C'est aussi un acte solennel et public parce que c'est encadré par une certaine solennité dans sa forme de célébration, mais c'est aussi rendu public pour que l'opinion publique, la société dans laquelle il est célébré, puisse savoir que deux personnes ont décidé de s'unir par les liens du mariage. Donc c'est toute cette sacralité, si vous voulez, qui entoure le mariage, ce qui le distingue des contrats comme contrats commerciaux, mais aussi qui le distingue d'une institution comme une institution quelconque. Donc il est à cheval entre une institution et un contrat, parce que c'est l'élément fondamental de la société autour duquel l'être humain se développe dans la société, en tout cas selon notre conception. C'est aussi autour du mariage en général que la famille se forme pour perpétuer la génération du futur. Alors justement, après cet éclaircissement, on va revenir à l'autre élément de la définition. Vous dites que le mariage, selon le Code civil guinéen, notamment les dispositions de l'article 240, se fait entre un homme et une femme. Absolument. Donc, ce qui voudrait dire que pour vous, en Guinée, le mariage ne peut pas se faire entre deux personnes de même sexe. Absolument. Le législateur a balayé d'un revers de main cette possibilité en précisant dans la disposition que c'est entre un homme et une femme. Ce qui de facto exclut toute autre forme de mariage qui n'implique pas un homme et une femme. Donc, par conclusion, un homme et un homme ne peuvent se marier en Guinée, une femme et une femme ne peuvent se marier en Guinée. Donc, le mariage, c'est comme ça en République guinéenne. En tout cas, merci pour ces éclaircissements. Après qu'on ait compris c'est quoi le mariage, l'autre chose, c'est qu'on parle aussi parfois de contrat de mariage. Tout à fait. En réalité, ça renvoie à quoi? Le contrat de mariage, c'est l'aspect effectivement contractuel de l'institution qui scelle en quelque sorte les volontés des deux partenaires qui souhaitent s'unir par le mariage. Et donc le contrat de mariage, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat de mariage est un acte notarié. C'est un document qui est rédigé devant un notaire
avant même le jour du mariage. Est-ce que c'est une formalité obligatoire que ce soit seulement devant le notaire? Absolument. Le contrat de mariage ne peut être établi que par un notaire. Super. Sauf dans les zones où il n'y a pas de notaire, en ce moment, le greffier du tribunal, le chef de greffe du tribunal du ressort peut établir en tant que greffier notaire. Mais il faut quand même comprendre que ce n'est pas l'acte de mariage qui est le contrat de mariage, parce qu'on constate cette confusion-là dans la société, où presque 90, ou en tout cas la grande majorité des mariages célébrés ne sont pas précédés d'un contrat de mariage. Les gens pensent que le simple fait d'avoir l'acte de mariage suffit à éclaircir la volonté des parties dans le contrat de mariage. Donc le contrat de mariage est un document très essentiel qui permet de préciser les aspects, si vous voulez, patrimoniaux de la relation de couple entre les deux personnes qui sont invitées à s'unir, mais aussi de prévoir le régime juridique, le régime de mariage selon lequel ils souhaitent s'unir. Voilà. On va revenir parce que vous abordez plusieurs questions, notamment la question sur le patrimoine, et on va parler des régimes matrimoniaux. Mais avant, est-ce qu'il y a des conditions requises pour former mariage? Absolument. La loi prévoit des conditions, ce qu'on appelle les conditions de fond et les conditions de forme. Les conditions de fond, nous avons déjà, il faut avoir 18 ans minimum, donc il faut avoir la capacité à contracter donc, au mariage. Et il faut également que le consentement libre et éclairé des parties soit exprimé. Mais il faut aussi que les deux personnes qui sont invitées à se marier ne soient pas parentées, conformément à la liste qui a été établie par le Code civil, les lignes entre lesquelles il ne peut y avoir de mariage, par exemple entre un homme et sa sœur, ou entre un homme et sa mère. Donc il y a cette liste-là, les proches parents ne peuvent se marier. Et donc, en dehors de ces conditions-là... On a parfois, excusez-moi de vous interrompre, mais des cousins par exemple, est-ce que c'est admis? Oui, les cousins peuvent se marier. Cousins et cousines. Absolument. Cela n'est pas interdit par la loi. Et donc, ça, ce sont les conditions de fond. Et les conditions de forme, c'est d'abord la publication du ban avant la célébration du mariage. Quand le couple s'élève pour aller voir l'officier d'état civil, pour dire nous prévoyons de nous marier tel jour, la loi dit qu'il faut au moins 10 jours avant la célébration du mariage pour publier le ban. Donc le ban est l'acte public qui est affiché devant la mairie, qui informe l'opinion publique que deux personnes vont s'unir à telle date. Ce qui peut permettre au public, s'il y a des contestataires, puisque c'est possible de s'opposer à un mariage, de pouvoir manifester leur opposition ou pas. Il y a également la célébration devant l'officier de l'état civil, parce que le mariage ne peut être valide que lorsqu'il est célébré devant l'officier de l'état civil. Justement parce qu'on parle parfois aussi de livret de famille. Absolument. On dit que si le livret de famille est remis au père de famille, ça veut dire qu'il est chef de famille. Et si on donne à la femme, ça veut dire tacitement, qu'est-ce que ça renvoie? Il y a parfois une confusion autour de la délivrance du livret de famille. Levez l'équivoque pour nos téléspectateurs. Dans l'ancien code civil qui a été abrogé et remplacé par celui de 2019, l'homme était considéré comme étant le chef de famille. Justement. Mais la réforme de 2019 a accordé une égalité parfaite entre l'homme et la femme dans le foyer en tant que chef de famille. Cependant, le législateur dit effectivement que le livret de famille doit être remis à l'homme. Il faut peut-être sonder le législateur pour comprendre quelle est la nécessité de spécifier qu'il doit être remis à l'homme. Mais cela ne fait pas de l'homme le chef de famille. D'accord. Puisque la loi est claire que et l'autorité parentale et la direction de la famille sont dirigées conjointement par les deux époux. En tout cas, merci pour ces brillantes interventions. On va revenir à l'autre inquiétude qui revient également. Comment on choisit le régime du mariage? Monogamie, polygamie? Que dit le législateur par rapport à ce sujet? Effectivement, c'est une question très intéressante qui fait souvent la une de l'actualité parce que c'est un sujet, si vous voulez, sensible. Il faut quand même dire que le régime du mariage en Guinée est la monogamie. C'est ça le principe. D'accord. La Guinée, le régime qui est consacré par la loi, c'est le régime monogamique. Cependant, la loi offre la possibilité à l'époux qui souhaite contracter mariage de requérir le consentement de sa future épouse, si celle-ci l'accepte, d'ouvrir la perspective d'avoir 2, 3 ou 4 femmes dans cette limite-là. Donc le principe, c'est la monogamie. Oui. L'exception, si le mari veut en tout cas aller au-delà d'une épouse, il faudrait le consentement de cette dernière. Absolument. Le jour du mariage. Absolument. Et donc, limiter le nombre, dire tout ça là-bas. Tout à fait. D'accord. Et donc, en pratique, un X qui voudrait se marier devra dire publiquement que je souhaite, après mon mariage avec ma femme,
contracter mariage avec 2 autres femmes ou 3 autres femmes, dans la limite de 4 épouses au total. En ce moment-là, l'épouse est invitée également à s'exprimer en donnant son accord. En ce moment, c'est possible de le transcrire dans une partie de l'acte de célébration que l'homme a opté pour la polygamie. En ce moment-là, il a la possibilité de faire de la polygamie. Mais à l'absence de cette formalité expresse, publique et solennelle, alors le couple décide alors de placer son mariage sous le régime de la monogamie à l'absence de faire cette formalité. L'autre possibilité d'ouvrir le régime monogamique au régime polygamique, c'est par exemple quand il y a une raison, ce qu'on appelle les cas de force majeure dans le mariage, qui peut être constaté par le juge, qui va donc rendre un jugement pour autoriser l'homme à avoir plus d'une femme. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait opté pour la monogamie au départ, mais pour des raisons sanitaires ou pour en tout cas des raisons que la loi peut caractériser de force majeure, il peut être autorisé à avoir une autre femme. Et cette autorisation ne peut être délivrée que par le juge? Par le juge, absolument. D'accord. Merci en tout cas. L'autre question qui revient aussi, c'est en tout cas les inquiétudes par rapport au régime matrimonial. On parle parfois de communauté des biens, de séparation des biens. Comment concrètement cela se passe? D'abord, le régime matrimonial est l'ensemble des règles juridiques qui régissent le rapport patrimonial, les rapports patrimoniaux entre les époux, mais aussi les époux à l'égard des tiers. Donc c'est un ensemble d'aménagements juridiques qui va venir ici pour préciser le rapport, si vous voulez, pécuniaire. Parce que qui parle de patrimoine, parle d'argent, parle de biens, ainsi de suite. Et donc, en Guinée, la loi institue deux types de régimes. La loi, on parle du régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, on parle également du régime de la séparation des biens, mais aussi on parle des régimes conventionnels que les époux peuvent décider librement de faire des aménagements à l'interne de ces deux grands régimes-là pour fixer soit un régime de communauté universelle ou d'autres formes de régime de communauté, ou alors d'autres formes de régime de séparation seulement limitées à certains biens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le régime juridique, le régime matrimonial ainsi choisi, dans la communauté, les époux qui optent pour la communauté choisissent en ce moment-là que tous les biens qui vont être acquis après la célébration du mariage deviennent des biens communs. Que ces biens soient acquis seulement par les efforts de l'époux ou seulement par les efforts de l'épouse. À titre onéreux ou à titre gratuit? Peu importe les biens qui sont acquis après la célébration du mariage, parce que le régime légal, qui est le régime de la communauté, ne s'applique qu'aux acquets. Donc, le régime légal, c'est la séparation ou la communauté? Il y a deux régimes légaux. D'accord. Il y a d'abord la communauté réduite aux acquets, il y a la séparation. Parce que ce qu'il faut savoir, le régime communautaire prévu par la loi n'est pas un régime communautaire universel. Parce que la différence entre le régime de la communauté réduite aux acquets et le régime de la communauté universelle. Le régime de la communauté réduite aux acquets est un régime dans lequel, une fois que vous vous êtes marié, tous les biens que vous gagnez à ce moment-là, peu importe comment vous avez gagné, vous avez acquis ces biens. En tout cas, si c'est acquis légalement, ces biens appartiennent aux deux, c'est-à-dire au couple. Alors que le régime de la communauté universelle, le principe s'applique même les biens acquis antérieurement au mariage. Ça veut dire que si vous avez déjà réalisé quelques infrastructures, que ce soit l'épouse ou l'époux, une fois que la célébration est faite, les biens vous appartiennent à deux. Alors vous dites que dans le cadre de la communauté des biens, même si vous avez acquis des biens antérieurement au mariage, ces biens-là entrent dans la communauté? Non. Seulement si vous avez choisi un régime conventionnel, communauté universelle. Communauté universelle. Ce que la loi prévoit, c'est seulement les biens acquis après la célébration du mariage. D'accord. Parce que l'autre inquiétude, c'est que lorsqu'on est par exemple dans la communauté et que la femme, par exemple, elle a reçu une donation de la part de son père, par exemple, qui décide de lui offrir 2 parcelles. Et voilà, elle est déjà mariée, mais elle a acquis ces parcelles-là par donation. Est-ce que ces parcelles-là entrent dans la communauté? Ce qu'il faut savoir, si ces parcelles sont des cadeaux du mariage, en ce moment, ces parcelles ne rentrent pas dans la communauté. Parce que c'est considéré comme étant acquis avant la célébration du mariage, quand bien même que les formalités de donation ont été accomplies plus tard. Mais si c'est une donation qui est faite après la célébration du mariage, ce n'est pas dans le cadre d'un cadeau du mariage,
mais c'est acquis soit par la volonté du père ou par la demande de l'épouse, en ce moment-là, c'est bien fait effectivement partie de la communauté. Parce que généralement, pour certains juristes, lorsque ces biens sont acquis à titre onéreux, ça rentre dans la communauté, mais lorsque c'est à titre gratuit, ça ne rentre pas forcément dans la communauté. Donc vous avez une appréciation différente. Absolument. La position du Code civil est que tous les biens acquis, peu importe la forme d'acquisition, que ce soit par contrat, par acte de vente ou par donation, ces biens-là appartiennent à la communauté. D'accord. L'autre question, lorsqu'on est également soit dans la communauté ou dans la séparation, lorsque les dettes contractées, puisque vous avez parlé des régimes matrimoniaux, donc en tout cas les règles qui régissent le patrimoine des époux, mais aussi entre eux, mais aussi entre les tiers, avec les tiers. Tout à fait. Alors, admettons par exemple qu'une épouse contracte des dettes pour subvenir aux besoins du ménage. Est-ce que l'époux, le mari, est obligé de payer cette dette? D'abord, dans cette hypothèse-là, que le régime soit séparatiste ou communautaire, tant que la dette a été contractée pour la charge du ménage, les époux sont solidaires dans le remboursement de cette dette-là. Donc aucun époux ne peut, sous prétexte que ce n'est pas lui qui a contracté, qu'il ne peut payer ces montants-là. Alors pour matérialiser ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, admettons qu'une dame, on va parler bientôt de la rentrée scolaire, une dame qui va contracter une dette pour payer les fournitures scolaires des enfants, l'époux est conjointement lié à rembourser cette dette. Absolument. Alors, merci en tout cas pour cette brillante intervention. Et l'autre chose, c'est que lorsque la dette a été contractée mais n'a pas servi aux fins du ménage, si par exemple l'épouse contracte 5 millions pour s'acheter une mèche brésilienne, est-ce que dans ce contexte-là, son mari, l'époux, est obligé de rembourser cette dette-là? La réponse dépend. Si les époux sont dans le régime de la communauté des biens, effectivement, le mari peut être contraint au remboursement de la dette. Et si cependant, si c'est la séparation, la réponse est claire. Chacun fait ses dépenses personnelles et chacun assume ses dettes personnelles. Mais si c'est le régime de la communauté, quand bien même que la dette a été, l'origine de la dette est personnelle, l'homme va être amené à être solidaire à cette dette-là. Cependant, il a la possibilité de se retourner contre la femme par une action récursoire afin que la femme rembourse les montants ainsi. Et si elle n'est pas solvable? Dans ce cas, à l'impossible, nul n'est tenu. Ce sont aussi les risques du mariage. D'accord, très bien. Alors, quels sont les effets du mariage? Les effets du mariage, d'abord les effets, on peut dire les effets personnels, mais aussi les effets patrimoniaux. Les effets personnels, d'abord, le premier effet du mariage implique des obligations qu'on appelle le partage du lit conjugal, mais aussi le devoir de fidélité, le devoir de respecter l'autre. Ça, ce sont les effets personnels du mariage. On a les effets patrimoniaux et ainsi, on a la contribution commune aux charges du ménage. Parce que la loi impose aux deux conjoints de contribuer selon leur capacité financière à la charge du ménage. Donc, l'une des obligations. Il y a parfois un flou autour de cette notion pour dire, lorsqu'on dit de participer aux charges du ménage, parfois certaines personnes pensent que monsieur a payé 50 000 pour la dépense, madame aussi doit payer le même montant pour la dépense. Ou est-ce que si madame entretient la maison, ça peut aussi être considéré comme une participation aux charges du ménage? Effectivement, la jurisprudence admet d'ailleurs qu'une femme qui reste à la maison, c'est-à-dire, comment on appelle ça qui déjà, ne travaille qui ne travaille pas, mais qui s'occupe de la famille, contribue ainsi à la vie de la famille. Donc quand la loi dit la participation aux charges de ménage, c'est en fonction de la capacité de chaque époux. Donc s'il se trouve que c'est la femme qui a, par exemple, le plus grand revenu, il va lui être demandé à contribuer plus que l'homme. Mais si c'est l'homme qui a le plus grand revenu, c'est lui aussi qui va contribuer. Et celui des époux qui va aussi rester à la maison de s'occuper des enfants, ainsi, ce sacrifice-là va être sa contribution aux charges familiales. Donc l'autre ne peut pas lui opposer le fait qu'il n'apporte pas de l'argent alors qu'il s'occupe des enfants, effectivement. D'accord. En tout cas, vous avez évoqué les obligations. On parle des charges du ménage, mais au-delà, est-ce qu'entre les époux, il y a des obligations? Oui, effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a d'abord le devoir de fidélité, l'un envers l'autre. Il y a aussi le devoir de respecter l'autre, de ne pas avoir un comportement outrageant, insultant, violent. Donc ces obligations-là aussi pèsent. Il y a aussi l'obligation de vie commune. Vous ne pouvez pas être marié et refuser de vivre avec votre conjoint ou avec votre conjointe. Donc voilà, d'un point de vue légal, les obligations qui pèsent
sur chacun des époux dans le mariage. Est-ce qu'il y a des obligations à l'égard des enfants, s'il y en a bien sûr? Bon, si les époux, normalement, peuvent être amenés à avoir des enfants, en ce moment-là, ils ont une obligation en tant que parents. Et là, on n'est plus dans le mariage, on est dans la relation, le rapport à parents-enfants. Donc, c'est une autorité parentale que les deux exercent au sein de la famille, et à titre égal d'ailleurs. D'accord. Alors, merci. On va revenir à l'autre question également. Puisqu'on a abordé de long en large la notion de mariage, on va à présent revenir sur le divorce. C'est quoi le divorce? Le divorce, c'est la dissolution du mariage prononcée par le juge. Donc, c'est la mise à terme du mariage. Si vous voulez, c'est la mort du mariage. Donc, ça veut dire que, permettez, pour lever l'équivoque, ça veut dire que le divorce ne peut être prononcé que par le juge. Absolument. Donc, même s'ils vivent ensemble, après l'autre prend ses affaires, il va chez lui, c'est pas divorce. Absolument pas. Au regard de la loi. Absolument. Au regard de la loi, comme je l'ai dit, le divorce est un événement qui n'est pas forcément mais qui peut être nécessaire dans certains scénarios. Et donc la loi permet aux époux qui se sont promis amour et fidélité pour le restant de leur vie, en raison des aléas de la vie, de se libérer de cette obligation-là et de vivre leur vie séparément. Et donc la loi impose que le divorce ne peut être prononcé que par le juge. D'où d'ailleurs l'adage qui dit que le mariage est célébré à la mairie, mais le divorce est prononcé au tribunal. Au tribunal. Voilà. Donc justement parce que vous avez défini le divorce et notamment l'autorité compétente de prononcer le divorce. L'autre chose, quelles sont les formes de divorce ou les causes de divorce? D'abord, les formes de divorce, la loi a prévu 3 types de divorce. D'accord. On a ce qu'on appelle le divorce pour consentement mutuel. D'accord. On a le divorce pour rupture de la vie commune. D'accord. On a également le divorce pour faute. D'accord. On va expliquer pédagogiquement c'est quoi le divorce sur rupture pour faute d'abord, pour faute. Le divorce pour faute est le divorce dans lequel l'une des parties, c'est-à-dire l'un des conjoints, estime que l'autre a manqué substantiellement aux obligations du mariage et que donc les conditions de la vie commune ne sont plus nécessaires et qu'il y a incompatibilité du mère qui ne peut plus rester ensemble et que donc c'est la faute à l'autre si cet événement est survenu. Et donc il va prendre l'initiative d'aller voir le juge afin de prononcer le divorce. En ce moment-là, si le juge prononce le divorce, il sera prononcé au tort exclusif de la personne qui est faute. Qu'est-ce qui peut être constitué comme faute? Parce que parfois, on parle de la loi sur l'état civil qui énumère en tout cas un minimum de faits constitutifs de faute. On a aussi le code civil, donc 2 textes qui parfois s'appliquent au mariage et au divorce. Oui, d'ailleurs, d'où le législateur a été prudent en disant notamment. Donc sans pour autant être exhaustif, peuvent constituer les causes de divorce, par exemple les injures graves, la rupture de la vie commune, la répudiation, si vous voulez, les sévices graves, c'est-à-dire être violent, porter des coups sur la femme, ou manquer de respect à sa famille. En tout cas, ce sont ces causes qui sont socialement inacceptables, qui peuvent survenir entre les 2 personnes, qui peuvent constituer une cause de divorce. Donc, l'autre chose, notamment, on a parlé du divorce pour faute. Oui. Par exemple, parce qu'on a parlé de la répudiation. Oui. Généralement, on a, en tout cas, dans certains couples, lorsqu'il y a dispute, vous avez l'homme qui dit à la femme, prends tes affaires, va chez toi, je ne veux plus te voir. Est-ce que ce fait-là est constitutif de répudiation? Le fait de dire à sa femme d'aller chez ses parents sans nécessairement accomplir des formalités ne constitue pas la répudiation. La répudiation, c'est une déclaration solennelle que l'homme fait. Solennelle? Ah oui, en disant à la femme... Adressée à qui? À la femme, d'accord. Mais parfois aussi avec témoin, c'est-à-dire qu'il se charge de transmettre le message à la famille en disant « je ne veux plus de ma femme », il le dit de façon ouverte, de façon claire, sans équivoque. Dans des termes parfois très colériques. Et donc, quand un homme ou une femme tient ce genre de propos à l'égard de son conjoint, celui contre qui ces propos ont été tenus peut s'en servir comme cause de divorce pour demander au juge de prononcer le divorce. D'accord. Alors, après qu'on ait parlé du divorce pour faute, vous parlez du divorce sur consentement mutuel. Absolument. C'est quoi? Le divorce pour consentement mutuel, qu'on appelle le divorce doux, c'est une hypothèse dans laquelle l'une des époux ou les 2 époux vont formuler une requête commune pour déposer au juge pour dire c'est nous qui nous sommes mariés il y a de cela quelques années
Mais à ce rythme-là, nous souhaitons mettre terme à notre mariage pour des raisons qui nous sont propres ou pour telle ou telle raison. Nous sommes tous d'accord, on est vraiment unanime là-dessus. Ouais. Voici les conditions dans lesquelles nous voulons divorcer. Donc ils préparent toutes les formalités, y compris les aspects pécuniaires. Ils envoient au juge qui ne fera qu'homologuer cette décision. Est-ce qu'il faut une requête adossée à la demande? Absolument. Et donc, dans la deuxième hypothèse, c'est l'autre qui demande le divorce, mais qui est accepté par l'autre partie. L'un demande, absolument. L'autre accepte sans discuter. En ce moment, cette forme de divorce aussi peut être considérée comme divorce pour consentement mutuel parce qu'il n'y a pas eu de résistance. D'accord. Alors, c'est quoi le divorce pour cause de rupture prolongée de vie commune? Le divorce intervient dans deux cas. Dans le premier cas, c'est l'un des époux qui va s'écarter du domicile conjugal sans venir, sans accomplir ses devoirs conjugaux, être absent, soit être présent dans la même société ou être en dehors. Pendant une certaine période, la loi prévoit le délai de 6 ans. 6 ans. À partir de ce délai-là, l'époux qui subit cette rupture-là peut demander le divorce pour qu'il y ait le prononcé du divorce. On va donner un exemple par rapport à ça. Oui. Admettons qu'une femme a été mariée en Guinée, son mari décide d'aller vivre aux États-Unis, il fait plus de 6 ans là-bas, il ne vient pas. Est-ce que donc ça veut dire que la femme est fondée à demander divorce pour rupture prolongée de vie commune? Oui, la femme peut être fondée à demander divorce si elle n'a pas consenti à cet éloignement-là. D'accord. Si elle n'a pas consenti à cet éloignement préalablement. Oui, parce qu'il peut arriver qu'on dise, bon, il faut que permets-moi de voyager pour qu'ils puissent aller chercher de l'argent ou pour qu'ils puissent aller étudier. Et que ces déplacements peuvent prendre un certain temps. Mais il y a rupture de vie conjugale le moment où la séparation n'est plus conventionnelle. Ou alors le moment où le but de la séparation n'était pas de mettre fin à la vie conjugale. En ce moment, l'autre époux peut être en mesure de demander le divorce pour rupture de vie conjugale. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse dans laquelle l'un des conjoints se trouve dans une situation sanitaire dégradée qui l'empêche d'entretenir une vie conjugale. Soit il est devenu fou, ou il porte une lourde pathologie qui ne lui permet plus d'assurer, selon les raisonnements médicaux les plus scientifiques, les plus avérés, il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Au bout de 6 ans, la loi donne la possibilité à l'autre époux de demander le divorce. Cependant, si le prononcé du jugement peut aggraver la situation sanitaire de l'autre époux, le juge est fondé à refuser le divorce. D'accord. Merci d'avoir expliqué en tout cas ces formes de divorce-là. Mais qu'en est-il de la procédure? Lorsque par exemple un homme et une femme mariés ne veulent plus vivre ensemble, soit sous ces 3 formes qu'on a énumérées, la procédure, elle se fait comment? Il faut dire que la procédure de divorce, d'abord, ça se fait devant le tribunal civil. Du ressort des domiciles des époux. Si, là où vous domiciliez, c'est la juridiction compétente. Et la procédure est faite par requête. Soit les deux conjoints vont faire une requête commune dans le cadre de la rupture pour consentement mutuel, ou alors la partie la plus diligente va formuler sa requête pour déposer devant le tribunal et demander le divorce. En ce moment-là, la procédure va s'ouvrir, mais il y a ce qu'on appelle ici la tentative de conciliation. La loi impose au juge que quand les époux manifestent leur volonté de divorcer, qu'il invite les deux parties, essaye de les écouter. Sous toutes les formes qu'on a expliquées. Absolument. Même si c'est par consentement mutuel, le juge est obligé de passer par la procédure de conciliation. C'est une procédure obligatoire qui prend 3 mois. Le juge va essayer de donner des conseils aux époux, mais aussi de les renvoyer à réfléchir. Au bout de 3 mois, s'ils reviennent et que le juge constate qu'il y a une amélioration, il peut être mis un terme à la procédure de divorce, ou alors ce délai même peut être prorogé. Mais s'il constate que les parties sont fondées dans leur position de divorcer, alors en ce moment, ils rentrent dans la procédure pour prononcer le divorce. Justement, parce que l'autre subtilité, lorsque les parties viennent devant le juge, est-ce qu'il les reçoit individuellement d'abord ou est-ce qu'il les reçoit ensemble? Dans un premier temps, le juge reçoit la partie qui demande le divorce individuellement. Ensuite, il invite l'autre partie, il le reçoit individuellement. Ensuite, il reçoit les deux parties. D'accord. Si les conditions le permettent, il essaye de créer un dialogue entre les deux pour essayer de rapprocher les positions. Les procédures de conciliation peuvent même être des occasions même de simplifier la procédure de divorce dans le cas où la conciliation n'aboutit pas à la reprise de la vie commune. D'accord. Alors, après qu'on ait compris la procédure, par rapport à la juridiction compétente, vous avez dit que c'est le tribunal du domicile des époux. Tout à fait.
Il n'y a pas d'autres exceptions par rapport à ça? Vous savez, en matière de divorce, le prononcé du jugement de divorce ne dépend pas forcément du lieu de célébration du mariage. Vous pouvez célébrer votre mariage à Zérekoré, mais si le couple réside à Kaloum, le tribunal de Kaloum sera le seul tribunal compétent à prononcer le divorce. Parce que j'aurais appris aussi que si l'un des époux vit avec les enfants, alors que l'autre époux vit ailleurs, c'est le tribunal ou l'époux qui vit avec les enfants, c'est ce tribunal qui est compétent. Oui, dans l'hypothèse, par exemple, où le domicile conjugal n'est plus le domicile conjugal, chacun des époux s'est établi dans deux endroits séparés. En ce moment, c'est la partie qui demande le divorce qui va élire le domicile de celui pour essayer de demander le divorce. S'ils sont dans le même pays, la loi dit toujours que le tribunal compétent est celui du demandeur. Celui du défendeur, pardon. Donc la partie qui est invitée au divorce, c'est le domicile de ce dernier, le tribunal de son ressort qui doit être compétent. Mais si ils sont dans la même juridiction, en ce moment c'est plus simple. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est la partie qui se défend, c'est son tribunal qui va être compétent. D'accord. Alors après qu'on ait compris la procédure de divorce, quels sont les effets du divorce? Il faut dire que d'abord, le divorce a des effets à l'égard des époux, mais aussi il a des effets à l'égard des enfants. Les effets du divorce à l'égard des époux se subdivisent en deux. On a ce qu'on appelle les effets personnels et aussi les effets patrimoniaux. Les effets personnels, par exemple, c'est la dissolution du mariage, c'est que le mariage ne survit plus. Et le deuxième effet également, c'est la rupture de la vie conjugale, c'est la mise à terme de toutes les obligations qui découlent du mariage. Les effets patrimoniaux, c'est la dissolution du régime matrimonial. Et donc, c'est la partie pécuniaire. Si par exemple le mariage avait été célébré sous la forme de la communauté des biens, en ce moment il va y avoir la dissolution de la communauté et le partage des biens conformément au régime qui avait été mis en place. Donc à l'égard des enfants, il faut dire que la loi dit que, c'est-à-dire le divorce survit, à l'égard des enfants. C'est-à-dire l'autorité parentale que les parents avaient à l'égard des enfants reste intacte. Cependant, le juge peut estimer, puisque les deux ne vivent plus ensemble, que les enfants doivent vivre avec l'un des époux. En ce moment, le juge appréciera en fonction soit du revenu des époux, du travail des époux, de la vie, de la moralité, de plusieurs aspects juridiques, sociaux, économiques, pour décider de confier la garde des enfants à l'égard de l'un des époux, sans pour autant retirer à l'autre son droit de visite. Exactement. Droit de visite, droit d'exercer l'autorité parentale, droit de participer à la prise de certaines décisions à l'égard des enfants, mais aussi de contribuer financièrement à la prise en charge des enfants. Mais si ça se trouve que les enfants ont grandi, c'est simple. En ce moment-là, il n'y a pas de partage d'autorité parentale. Alors, il y a l'autre question qui revient parce qu'on avait déjà fini avec le mariage, mais pour revenir notamment au mariage, on dit généralement que la protection du logement familial est une obligation pour les deux époux. Tout à fait. Comment vous expliquez ça? Il faut savoir que le domicile familial... Le logement familial, qui est différent parfois de la concession familiale. Quelle différence d'abord? Le terme consacré dans le Code civil, c'est le domicile familial. Le domicile familial. Le domicile familial. Qui est différent du logement familial. D'accord. En fait, les concepts renvoient au même, mais le terme consacré dans la loi, c'est plutôt le domicile familial plutôt que le logement familial. C'est quoi le domicile familial? Le domicile familial est le lieu de résidence principal de la famille, où la famille est établie, où les enfants passent la nuit, où le couple passe essentiellement la nuit, ou même dans les actes juridiques qu'on accomplit, on mentionne cet endroit-là comme étant son lieu de résidence. Donc c'est cet endroit-là qui est appelé le domicile familial. Et la loi le protège, y compris contre les actes d'aliénation des propriétés. À supposer par exemple que l'homme et la femme sont mariés sous le régime de la séparation, ça veut dire que le domicile appartient par exemple exclusivement à l'homme. Il ne peut disposer du domicile familial comme il lui sente. Donc la loi impose de protéger le domicile familial pour le bien de la famille. Donc on ne peut pas vendre son domicile familial parce que c'est notre propriété. Il va falloir qu'il y ait le consentement libre et éclairé de l'époux, de l'autre époux, mais aussi les enfants doivent se prononcer sur cette éventualité-là. À défaut, les actes de vente ne peuvent être accomplis. D'accord. Alors, vous avez parlé du logement familial. Vous dites que ça ramène à la notion de domicile familial. C'est quoi alors la concession familiale? La concession, encore une fois, logement familial, domicile familial, concession familiale, renvoie à la même chose. D'un point de vue juridique, la loi distingue deux choses. La loi distingue domicile et résidence.
Le domicile, c'est le lieu de résidence principale. On peut avoir d'autres résidences qui ne sont pas les résidences principales. Par exemple, une personne qui a une résidence de campagne, qu'il choisit par exemple à chaque vendredi d'y aller, d'y rester jusqu'au lundi matin pour venir en ville. Cet endroit est considéré comme une résidence secondaire. Donc, une concession familiale. On peut l'appeler aussi concession. Parce qu'on dit généralement que c'est l'endroit où le père de famille se repose parfois, je paraphrase, donc vous dites que ce n'est pas forcément le cas. Absolument. D'abord, encore une fois, pour me faire bien comprendre, le terme logement familial n'est pas consacré par la loi. C'est domicile familial. Bien que ça renvoie au domicile familial. D'accord. Par contre, la résidence, il peut y avoir résidence principale et résidence secondaire. Il peut y avoir même résidence juridique ou résidence fiscale. On peut choisir d'être fiscalement domicilié dans un autre pays alors qu'on réside en Guinée. Ça, c'est pour des raisons économiques. On peut aussi choisir d'être juridiquement résident d'un quartier parce qu'on y accomplit l'essentiel de notre temps et de nos tâches. Je donne un exemple. Vous travaillez à Kaloum, mais vous habitez par exemple dans la commune de Lambaye. Quasiment, vous passez 60% de votre temps à Kaloum, toutes vos affaires sont à Kaloum. Vous pouvez décider dans vos actes contractuels d'établir Kaloum comme résidence. En ce moment-là, c'est une résidence juridique. Cela diffère du domicile familial qui est une réalité matérielle, qui est l'existence d'une femme, des enfants, un lit où vous passez la nuit, où il y a vraiment la vie de la famille organisée autour du domicile conjugal. Ce qui n'est pas forcément le cas de la résidence. Alors, je reviens à un autre aspect du mariage. Tout à l'heure, vous avez dit que la condition, le principe posé par le Code civil, c'est bien sûr avoir 18 ans pour contracter mariage. Absolument. Alors, l'autre chose, est-ce qu'il y a des dérogations à ça? Absolument. Il faut savoir qu'on peut contracter mariage en n'ayant pas 18 ans. C'est-à-dire en ayant moins de 18 ans, mais à condition que ces mariages-là soient autorisés par le juge en ce moment. Et ensuite, que ces mariages bénéficient du consentement des parents. En ce moment, on parle de l'émancipation par le mariage. Parce qu'on ne peut contracter un mariage que lorsqu'on est adulte, que lorsqu'on est capable. Mais on peut devenir capable sans pour autant avoir l'âge de 18 ans. Dans l'hypothèse d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui a une certaine maturité sociale vraiment accomplie, mais qui se trouve qu'il a peut-être 17 ans ou 16 ans, mais quand vous le voyez, il a la corpulence d'une personne vraiment adulte, mais aussi l'intelligence et le discernement de cette personne-là. Ses parents peuvent consentir que cette personne contracte mariage. Et en ce moment-là, le juge se prononce sur le sujet. S'il accorde cette autorisation-là, l'enfant ainsi... La dispense d'âge. Voilà, cette dispense-là qualifie d'office l'enfant à devenir adulte. À partir de ce moment, non seulement il contracte mariage, mais il peut accomplir tous les autres actes de la vie civile comme un adulte. L'autre aspect également... Est-ce qu'il peut voter, même s'il n'a pas 18 ans? En ce moment-là, c'est un autre régime juridique qu'on va faire appel. En ce moment, il ne pourra pas. Et l'autre aspect, c'est qu'on peut aussi ne pas pouvoir donner son consentement au mariage alors qu'on a plus de 18 ans. Une personne qui est placée sous tutelle ou une personne qui est placée sous curatelle ne peut contracter mariage sans l'autorisation de son tuteur ou de son curateur. Dans ces deux cas-là, c'est un adulte qui a normalement l'âge, mais qui a ses facultés mentales altérées. Ou alors, ses facultés mentales ne sont pas totalement altérées, mais parfois il perd le discernement. Selon qu'il soit sous la tutelle ou sous le curateur, en ce moment-là, les personnes qui ont l'autorité de tutelle ou de curateur sur lui, ce sont ces personnes-là qui se prononcent sur son autorisation à pouvoir se marier ou pas. Justement, parce que l'autre chose, vous dites que si la personne n'a pas forcément 18 ans, il faut une autorisation, mais aussi le consentement des parents. Absolument. Et le consentement de la personne elle-même, ce n'est pas pris en compte? On part du principe déjà que cette personne a accordé, a consenti au mariage, mais qu'il n'est pas capable de donner lui-même ce consentement. Donc on retiendra que si un mariage est célébré et que la personne n'a pas 18 ans et qu'elle n'a pas obtenu une autorisation du juge, on est dans un mariage précoce. En ce moment, c'est un mariage qui est déclaré nul et l'officier qui s'hasarderait à célébrer ce mariage s'expose à des sanctions administratives mais aussi pécuniaires. D'accord. Et le mariage, puisque parfois il y a aussi certains parents qui obligent leur enfant à contracter mariage, on parle de mariage forcé, que ce soit le mariage précoce ou forcé, pénalement, il y a des sanctions. Absolument. Encore une fois, on ne peut se marier
que lorsqu'on est en l'âge de mariage qui est de 18 ans. Et donc les parents qui obligent les enfants à se marier en ce moment-là, on est dans une infraction pénale. Ce que vous dites est tellement intéressant que j'ai bien envie que vous fixiez votre caméra pour bien le dire. D'abord, il faut savoir que quand on parle des mariages précoces, là on est dans le civil. D'accord. Dans le pénal, on parle là des mariages forcés. En ce moment, c'est une infraction pénale. Toutes les personnes qui se sont rendues coupables de cette forfaiture-là peuvent être condamnées. Les complices, les parents. De complicité. Et même, à supposer que c'est une femme, parce qu'en général, ce sont les femmes qui sont données à des âges très précoces, qui étaient données un mariage à un homme. L'homme, ainsi qui consomme le mariage, s'expose à des sanctions au titre de viol commis sur la personne parce que la personne qui n'a pas 18 ans n'a voilà, pas de consentement. n'a pas possibilité de donner consentement. Justement. La loi l'interdit, le code pénal est très clair à ce sujet. Donc, ce que vous dites, c'est qu'un homme qui accepte une épouse qui n'a pas 18 ans et qui n'a pas obtenu une autorisation préalable de justice, oui. et qui consomme ce mariage, fait un viol. Absolument. Donc, est passible d'une peine criminelle. D'une peine criminelle conformément aux dispositions applicables au cas de viol. Alors, merci en tout cas, on apprend beaucoup au cours de cette émission. L'autre chose, on va parler de mariage, on va parler de divorce, mais aujourd'hui dans notre société, je sais que vous êtes aussi marié, j'informe les téléspectateurs, c'est un cœur déjà pris, bien entendu. Alors l'autre chose, c'est que quels sont les conseils que vous pouvez donner également aux mariés? D'abord, je ne pense pas que je puisse donner des conseils aux Non, autres, mais vous avez une expérience. Oui, au-delà de votre fait. vécu, il y a les règles juridiques, mais les conseils, je veux que ça soit plus juridique. Bon, ce que je pourrais conseiller au couple, d'abord, c'est d'avoir une idée claire de ce qu'ils veulent comme couple. Parce qu'on n'improvise pas le mariage. Il faut savoir le genre de partenaire que tu souhaites avoir. Et il faut aussi être dans la compréhension que votre partenaire partage votre projet de mariage. En ce moment, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde sur la plupart des actes. Mais aussi, il faut être clair et transparent. Il faut éviter de faire des jeux cachés, tromper la vigilance de l'autre. Par exemple, refuser de choisir un régime matrimonial ou refuser de célébrer l'acte devant l'officier de l'état civil. Justement parce que parfois, cette question n'est pas posée par l'officier de l'état civil. Et si ce n'est pas posé, on dit que c'est le régime légal. Absolument. Et le régime légal, c'est la séparation. La séparation. Donc, généralement, moi, par exemple, j'avais une amie qui m'a posé la question le jour de la célébration de mon mariage. Sur les régimes matrimoniaux, on n'a pas posé la question si c'est communauté des biens ou séparation des biens. L'officier de l'état civil est passé sous silence la question. Est-ce que c'est une obligation pour lui de le dire? D'abord, je profite de cette occasion pour dire que les officiers de l'état civil guinéens méritent des formations continues. Parce que moi j'ai assisté à pas mal de mariages, y compris mon propre mariage. Les formes établies par la loi n'ont pas du tout été respectées. Pas du tout. Absolument pas. Alors on invite également d'abord, il faut dire, les autorités à renforcer leur capacité dans ce sens. Absolument. D'abord, depuis la révision, la plupart des officiers de l'état civil actuels sont encore dans le code civil de 1986. Donc vous partez, ils invoquent l'article 15, 16, 17, alors qu'on est dans un code civil où le mariage n'est disposé qu'à partir de l'article 240. Donc les officiers de l'état civil sont absolument déconnectés du droit positif. Donc il faut vraiment réparer ça. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas devant l'officier de l'état civil qu'on choisit le régime. C'est dans le contrat de mariage. C'est dans le contrat de mariage devant le notaire. Et qui n'est pas fait en public. C'est fait devant le notaire. C'est communiqué à l'officier de l'état civil avant le mariage pour qu'il en prenne connaissance. Mais devant la foule, pour ne pas embarrasser les gens, on ne les pose pas ce genre de questions. Donc, quand bien même que vous avez dit devant l'officier de l'état civil de choisir la communauté ou la séparation, si ce n'est pas dans le contrat de mariage, la loi vous classe automatiquement dans le régime de la séparation. Même si c'est dit de manière publique là-bas. Absolument. Ça n'a aucune valeur juridique. Parce que ce n'est pas un contrat qui est dûment établi conformément aux dispositions du code civil. Puisque là-bas, la formalité, c'est l'écrit devant le notaire. Absolument. Merci en tout cas, on apprend beaucoup, messieurs et dames. Alors, l'autre chose, puisqu'on a évoqué notamment ces conseils-là, mais l'autre chose qui revient globalement pour parler de divorce, parce que vous avez donné des conseils par rapport au mariage, par rapport au divorce, qu'est-ce que vous recommandez? D'abord, de tout faire pour que le mariage réussisse. Mais quand vous constatez que le mariage ne vous fait plus rêver et que la joie qu'il vous procurait n'est plus là, au contraire, vous avez plus de rancune qu'autre chose, c'est d'accepter les faits, d'accepter d'avancer
de faciliter les choses, de se séparer en bons termes. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas marié que vous ne pouvez plus être amis ou que vous ne pouvez plus vous saluer. Donc, de faciliter les choses, de se séparer et en ce moment-là, de chercher à avancer dans la vie. Parce que essayer forcément de tenir à quelque chose qui ne tient plus à rien, vous ne ferez que renforcer vos souffrances. Parfois, il y a des conséquences graves, il y a même des violences qui peuvent survenir. Donc, quand vous constatez que votre partenaire n'est plus aussi idéal et que vous avez fait tous les efforts pour que ça marche, mais que ça ne marche pas, à défaut de pouvoir réussir, il faut choisir une sortie honorable et accepter le divorce. Merci beaucoup. Alors, l'autre chose qui revient également, c'est que vous avez parfois certaines femmes qui menacent ou imposent certaines choses à leur époux, oui, en disant si tu ne fais pas ça, je vais demander le divorce. Parce qu'elle sait très bien qu'en demandant le divorce, elle espère peut-être que le mari est plus nanti qu'elle, avoir beaucoup de biens. Quel est votre regard par rapport à tout ça? D'abord, ça c'est une illusion, parce qu'on n'obtient pas de divorce parce qu'on veut demander divorce. Et on n'utilise pas non plus le divorce comme une arme de chantage. Parce que pour que vous puissiez obtenir le divorce à raison, il faut que l'autre ait objectivement commis des erreurs irréparables, matérielles, avec des preuves à l'appui, pour que le juge puisse vous accorder le divorce à votre raison. Parce que à force de chanter le divorce, vous pouvez obtenir le divorce, mais le divorce peut être obtenu à votre tort. En ce moment-là, celui qui perd dans la poursuite du divorce, c'est cette personne-là qui fait face aux conséquences économiques du divorce. Donc ce n'est pas forcément le mari, ou ce n'est pas forcément la partie la plus nantie qui va être invitée à verser des indemnités à l'autre. C'est la partie fautive. Parce qu'on parle de divorce pour faute. C'est quand vous avez commis des fautes et que le divorce a été prononcé parce qu'effectivement vous avez commis des fautes que vous pouvez être amené à payer des indemnités à l'autre partie qui n'a pas commis des fautes. Alors parfois, notamment, vous avez des épouses, par exemple, qui ont une preuve d'infidélité de leur époux, oui, qui gardent ça dans le téléphone pendant des années et un beau jour, elle dit, voilà, j'ai une preuve pour demander divorce, donc elle le menace avec ça. Est-ce que pour vous, ces manœuvres-là peuvent passer? D'abord, ce sont des manœuvres trompeuses qui ne peuvent subsister parce qu'en droit civil, les preuves doivent être obtenues de manière loyale. D'accord. Donc, ça veut dire que si vous avez des preuves que vous avez obtenues en subtilisant le téléphone de l'autre, vous ne pouvez pas l'utiliser. Parce que le téléphone, quand même, c'est le bien privé de l'autre époux. Justement, il y a une jurisprudence là-dessus. Absolument. Conseil, la Cour de cassation française a admis effectivement que le fait de déverrouiller le téléphone de votre partenaire est une violation de sa vie privée. Donc les données ainsi obtenues ne peuvent être utilisées. Cependant, si vous l'avez obtenu autrement et de manière tout à fait légale, la loi vous interdit de vous servir d'une preuve, par exemple, qui a fait l'objet de discussions. J'aurais lu récemment qu'il y a une atténuation notamment à ce principe. Je crois qu'il y a eu revirement jurisprudentiel où on dit que si par exemple c'était la seule manière d'obtenir cette preuve-là, qu'elle peut légèrement passer. Oui, ça reste assez mince. Ce n'est pas forcément... Dans certaines conditions, bien entendu. Oui, mais vous savez, les preuves déloyalement obtenues ne peuvent être utilisées que pour se défendre dans une procédure pénale. Maintenant, si le divorce est la suite d'une procédure pénale, en ce moment-là, la preuve peut être admise. Mais si c'est une preuve obtenue déloyalement en matière civile, elle ne peut passer. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce n'est pas parce que vous avez pris en faute votre partenaire, vous en avez discuté, il s'est excusé, vous avez pardonné, que vous allez utiliser cette même faute-là à son encontre. La loi impose que les problèmes passés ne reviennent plus. Et si vous voulez demander le divorce, il faut que ce soit sur des éléments nouveaux. Parce qu'il y a aussi de ces personnes qui vont faire une accumulation de petites fautes pendant de longues années et les sortir à un bon moment. En ce moment-là, c'est votre mauvaise foi qui va être vue. Parce que le juge se rendra compte que vous étiez en train de préparer le divorce. Et dans le mariage, on ne prépare pas le divorce. On essaie de résoudre les problèmes. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mamoudou Nanyale Ndiakité. Avec plaisir. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter? Sinon qu'à vous remercier et remercier vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, mais aussi souhaiter que ceux qui sont mariés restent mariés pendant très longtemps, pourquoi pas le reste de leur vie, et ceux qui ne le sont pas, qu'ils trouvent des épouses ou des époux idéaux. En tout cas, merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Tout à l'heure, vous aurez votre rubrique, la notion de droit. Même dans la loi, il y a la loi. Oui, dire comme ça a l'air compliqué. Mais en vrai, c'est simple.
Il y a des règles qui encadrent les règles. Ce sont les principes généraux. Et devine quoi? Même en procédure pénale, on a les principes généraux qui fixent comment la justice répressive doit fonctionner. Installez-vous, je vous montre les 5 plus importants. D'abord, on a le caractère professionnel du juge répressif. En clair, ce n'est pas n'importe qui peut juger une affaire pénale. Il faut avoir fait les études de droit, suivi d'une formation, bref, être un pro en la matière. Ce n'est pas comme dans la rue. Ici, on veut les juges compétents. Après, on a l'unité de la justice pénale et civile. En Guinée d'ailleurs, il n'y a pas de spécialisation. Donc, un magistrat peut un jour traiter un dossier de vol et le lendemain, un divorce. Et en troisième lieu, la répartition des fonctions répressives. Là, on distingue 3 rôles. D'abord, la fonction de poursuite. C'est le procureur qui constate et qui déclenche l'action publique. Ensuite, l'instruction. C'est examiner le dossier, voir s'il y a assez de preuves pour ramener la personne devant le juge pour qu'il soit jugé. Et en troisième position, la fonction de jugement qui appartient au juge, qui décide si l'accusé est coupable ou pas. Et attention, ces rôles doivent être séparés. Pas question que le procureur soit aussi le juge et l'instructeur. Sinon, ça serait comme un match de foot en étant à la fois joueur et arbitre. Et en quatrième position, on a le principe de la collégialité. Ici, les décisions ne se prennent pas en solo. C'est un peu comme les arbitres. Il n'y a pas qu'un seul arbitre dans le terrain. Il y a les arbitres de touche, les arbitres de la VAR, bref, même à la justice, c'est le même système. Et en dernière position, le respect du droit de défense. Bien sûr, un principe fondamental, la défense doit toujours avoir la possibilité de s'exprimer. Parce que sans ça, le procès ne serait pas équitable. Donc en gros, voici les 5 principes qui montrent que la justice pénale, ce n'est pas du freestyle. C'est un cadre bien organisé pour protéger à la fois la société et les droits des accusés. Il ne reste qu'à vous dire merci, messieurs et dames. Nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Allez, au revoir.